D'abord, bonjour. Bon, je regrette que les choses ne puissent pas se faire en direct, mais je vais essayer de faire en sorte que cette conférence soit le plus vivant possible. Donc notre sujet aujourd'hui, c'est l'économie de l'Anthropocène et la place qui tient le Covid-19. Parce que comme vous allez le voir, contrairement à ce qu'on a quelquefois présenté, la Covid-19, puisqu'on dit la Covid-19, ne tombe pas du ciel, hein. Ce n'est pas un vol de sauterelles qui se serait abattu sur nous et qui viendrait de nulle part. En fait, la Covid-19, plus généralement ce qu'on appelle les zoonoses, les maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme, sont consubstantielles de l'Anthropocène et donc des formes actuelles que prend la mondialisation de l'économie et sur lesquelles, comme vous allez le voir, en tout cas c'est la thèse que je vais défendre, il faut revenir assez sérieusement, hein, parce que s'accumule un ensemble de menaces et de dangers dont la Covid-19 est une expression et un symbole. Et malheureusement, cette venue n'est pas fortuite et on peut craindre qu'il y en ait d'autres. Donc vous voyez, je présente les choses de manière un peu, non pas dramatique, mais avec une certaine intensité, parce que je crois que le moment est sérieux, le moment est grave. Voilà. Donc je voudrais vous faire partager un ensemble d'éléments d'analyse qui permettent de penser que désormais, il faut vraiment penser à produire autrement, à consommer autrement, à vivre autrement, à habiter autrement notre planète. Alors, pour remplir ce programme, le menu que je vous propose est le suivant. D'abord, qu'est-ce que l'Anthropocène? Parce que c'est un mot qu'on entend maintenant de plus en plus souvent, mais je ne suis pas sûr que tout le monde soit au clair là-dessus. Ensuite, on verra ce qui, à mon avis, est le cœur de l'Anthropocène, hein, qui l'a provoqué, si je peux dire, et qui est l'extractivisme, c'est-à-dire des pratiques d'extraction de matières premières, de déforestation, de destruction de la biodiversité, qui sont aujourd'hui généralisées et qui font partie de l'économie mondiale d'aujourd'hui. C'est ça le point important. Après, je parlerai donc des zoonoses et de la Covid. Et je dis que ce sont des filles naturelles de l'Anthropocène parce que vous allez voir qu'elles sont produites justement par ces formes particulières qu'a prises l'économie mondiale aujourd'hui autour de la question de l'extractivisme. Et puis, pour terminer, un certain nombre d'implications sur comment on fait face, hein, parce que je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on ne peut rien faire, tout au contraire. Il y a des politiques publiques qui peuvent être menées pour faire face à l'Anthropocène, pour réduire ou mettre fin à l'extractivisme et s'orienter de nouveau vers une planète habitable dans laquelle la relation à la nature est pacifiée. Je suis de ceux qui croient que c'est encore possible. Hein. Il est juste temps, hein, mais c'est encore possible. En tout cas, c'est le message que je voudrais délivrer. Alors, on y va. D'abord, qu'est-ce que l'Anthropocène? Alors, ce mot un peu savant, il signifie d'une certaine manière l'ère de l'homme, l'âge de l'homme. C'est ça que ça signifie quand c'est traduit. En fait, c'est une période géologique, c'est-à-dire de l'histoire de la planète, qui vient après ce qu'on appelle toujours d'ailleurs, l'Holocène. Alors l'Holocène, c'est une période qui a commencé, vous savez qu'on divise l'histoire de la planète en périodes géologiques, donc je ne vais pas rentrer dans ces considérations-là, qui d'ailleurs me dépassent largement, hein. Il y a des spécialistes de ça, mais nous on a besoin de savoir 2 ou 3 choses là-dessus, hein. Donc l'Holocène, c'est une période qui a commencé il y a 10 000 ans, qui est une période relativement chaude de l'histoire de la planète. C'est une période qu'on appelle interglaciaire, et pour être encore plus précis, c'est la 2e période du Quaternaire. Donc vous voyez, c'est la période actuelle de l'histoire de la planète.
Alors, jusqu'il y a 2 ou 3 décennies, pas de problème, on était dans l'Holocène. Et l'Holocène, c'est aussi, bien sûr, c'est pour ça que ça nous intéresse, d'abord la dernière des périodes géologiques, mais deuxièmement et surtout, c'est la période pendant laquelle commence à se développer, se répandre l'habitat humain, hein, et donc la relation d'une de ces espèces de la nature à la nature dans son ensemble. Et une espèce qui se caractérise par le fait qu'elle va avoir un rapport à la nature tout à fait particulier, parce qu'elle va prétendre la domestiquer, et elle va même croire qu'elle l'a domestiquée, avant que d'une certaine manière, la nature ne prenne sa revanche. Voilà, donc nous sommes dans l'Holocène, et depuis une vingtaine d'années, en vérité, depuis un papier et un ensemble de travaux d'un grand géologue, prix Nobel d'ailleurs, Crutzen, en 2000, il a émis l'hypothèse que nous ne sommes déjà plus dans l'Holocène, nous sommes dans l'Anthropocène. L'Anthropocène, ça veut dire, donc c'est ça le point important, une période de l'histoire géologique, en fait récente, hein, je vais y revenir, une période de l'histoire géologique dans laquelle les marques imprimées par l'homme, par son industrie, par son économie, etc., sont devenues telles qu'elles l'emportent sur les forces naturelles et les équilibres géologiques naturels de la planète, et on marque une époque nouvelle. Alors donc l'ère de l'homme, parce que c'est une époque pendant laquelle, celle dans laquelle nous serions entrés, pendant laquelle nos marques, hein, encore une fois, sur la planète, l'emportent sur les forces naturelles. Voilà. Comment dire, il y a des discussions. Est-ce que ça a commencé avec la révolution industrielle? On peut considérer que c'est probable. En tout cas, ce qui est certain, et ça c'est d'autres travaux, c'est que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a une grande accélération. Hein. Alors, qu'est-ce que ce qu'on appelle la grande accélération? C'est quoi? C'est que si on prend un certain nombre de critères très précis, la fonte des glaces, l'émission de gaz à effet de serre, l'évolution de la biodiversité, etc. Hein, il y en a une vingtaine. On s'aperçoit que depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale, donc de manière extrêmement récente, hein, on a une formidable accélération de ces critères de dégradation de la biosphère. Et c'est la raison pour laquelle, c'est un point très important en débat parmi les gens qui s'intéressent à ces sujets, on parle quelquefois de capitalocène pour l'Anthropocène. Pourquoi capitalocène? Parce que cette grande accélération, hein, cette grande accélération de tous les critères de la dégradation de la biosphère correspond à l'expansion mondiale du capital, hein, et à l'expansion mondiale du capital, en plus sous des formes extrêmement intensives. Bon, alors là, on quitte la géologie, on vient dans mon métier, celui d'économiste. Les années d'après-guerre sont des années d'accumulation du capital sous une forme qu'on appelle intensive, donc dans laquelle on a une liaison entre la production de masse et la consommation de masse, qui a eu un certain nombre d'effets positifs, hein, parce que beaucoup de gens dans le monde, y compris d'ailleurs les Français, hein, ont commencé à avoir accès à des biens de masse de plus en plus nombreux, hein, l'automobile, l'électricité et l'eau à la maison, etc. Bien, mais le problème, c'est que ça s'est fait au prix d'un extractivisme, hein, de matières premières, de ressources diverses à l'intérieur de la planète, effréné, absolument effréné. Alors, en plus, comment dire, cette forme d'accumulation intensive du capital, ce qu'on appelle quelquefois le Fordisme, hein, le Fordisme lié à la production de masse d'automobiles, qui est le symbole de ce mode de production, il a commencé aux États-Unis, il s'est étendu en Europe. Dans les années 70, il est allé vers l'Asie de l'Est, avec ce qu'on a appelé les tigres, hein, la Corée du Sud, le Japon,
Taïwan, Singapour. Et puis à partir des années 90, eh ben, il est rentré en Chine. 1,2 milliard d'habitants, hein, ou 300 millions ou 400 millions suivant la période à laquelle on se réfère. Donc là, on a un extractivisme de masse, vous voyez, sur l'ensemble de la planète. Voilà pourquoi on appelle cette période de l'Anthropocène quelquefois capitalocène. Je suis de ceux qui utilisent cette expression et qui la défendent. Mais je pense, alors quelquefois en désaccord avec certains de mes collègues, qu'on a besoin des deux notions. Parce que l'Anthropocène, c'est un peu, si je peux dire, la chose, entre guillemets, des géologues qui font un travail formidable, hein, de datation, hein, des marques sur la planète que personne d'autre est capable de faire, hein, sur la biosphère, sur les glaces, sur les gaz à effet de serre. Et le capitalocène indique pourquoi on a ces marques. Hein. C'est le rapport capitaliste de production, notamment dans la forme échevelée, hein, qu'il a connue au cours des dernières décennies, avec la globalisation financière, etc., qui est la forme qui explique, qui est les modalités sous lesquelles l'Anthropocène s'exprime aujourd'hui. Je donne juste un exemple. Vous voyez, il y a une quinzaine d'années, le prix du pétrole est monté tout d'un coup à 150 $. Bien, on pouvait se dire absolument formidable. À 150 $, ça va devenir extrêmement cher. Toutes les énergies vertes vont se développer à grande vitesse. Parce que même si elles sont coûteuses, évidemment, elles coûtent beaucoup moins cher que 150 $ la tonne de pétrole. Eh bien non, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? La finance, les grandes multinationales, le capital, pour parler vite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher les gaz de schiste. Et il est allé creuser, alors notamment aux États-Unis, mais pas seulement, détruire le sous-sol, dans certains cas détruire des nappes phréatiques, etc., pour trouver des hydrocarbures moins chers. Donc vous voyez, c'est ça qui est inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est même lorsqu'il y a des opportunités pour développer autre chose que les mouvements d'extraction, eh bien, on va chercher de nouvelles extractions, comme avec le gaz de schiste. Alors, voilà ce qu'est l'Anthropocène, ce qu'est le capitalocène, et donc, vous l'avez compris, il est à l'origine de très graves dérèglements et de dérèglements multiples. On va parler tout à l'heure des zoonoses et de la Covid-19. Le grand dérèglement qui est aujourd'hui associé à l'Anthropocène et au capitalocène, c'est évidemment le changement climatique, hein, sur lequel, alors maintenant, il commence à y avoir un consensus, malgré le travail de sape que continuent d'effectuer un certain nombre de climato-sceptiques, comme on les appelle. Aujourd'hui, il y a quand même un consensus sur le fait que, oui, il y a des problèmes extrêmement sérieux de changement climatique qui amènent donc des sécheresses, des migrations de population, des brusques changements, la fonte des glaces, toute une série de problèmes avec le permafrost dans les pôles, etc., etc. Et donc on a le GIEC, hein, ce groupement de scientifiques qui sert de vigile pour mesurer les effets du changement climatique et émettre des discussions. Alors, jusqu'à présent, j'ai presque envie de dire tout est simple. On a l'Anthropocène. Pour certains d'entre nous, l'Anthropocène, c'est un capitalocène, hein, il n'y a aucun doute là-dessus, en tout cas pour certains d'entre nous, je le répète, c'est discuté par d'autres, et en tout cas, c'est l'unanimité, son effet massif, son effet principal, c'est le dérèglement climatique. Voilà, on en était là, j'ai déjà largement entamé mon troisième transparent sur Anthropocène et extractivisme, puisque j'ai longuement expliqué comment l'Anthropocène est à l'origine de destruction massive
de ressources. Alors c'est ce qu'on appelle l'extractivisme. Alors l'extractivisme, c'est quoi? C'est le fait que, son expression la plus simple, c'est les déforestations de masse qui ont lieu en Amazonie, ça c'est reconnu et admis, mais en Asie, en Indonésie, pour planter de l'huile de palme. En Amazonie, c'est plutôt pour du soja transgénique ou pour des grands troupeaux d'animaux, bref, pour fabriquer de la viande, hein, pour parler vite, hein, de manière massive et industrielle. C'est aussi évidemment la poursuite de l'extraction du charbon. Donc c'est l'extractivisme pour toutes les matières premières, notamment les hydrocarbures, mais évidemment pas seulement. Comme vous le savez, la Chine, qui est évidemment aujourd'hui un monstre économique dans la planète, a une énergie qui est encore aujourd'hui à 70% le charbon. Hein, et donc est, comment dire, non seulement extrait du charbon chez elle, mais partout dans le monde est à la poursuite de l'extraction de charbon et achète les entreprises ou les sous-sols contenant du charbon. Or, du charbon ou du pétrole. Or, nous savons que pour préserver la planète, simplement dans l'état où elle est, c'est le GIEC qui dit ça, tous les hydrocarbures qui doivent rester dans le sous-sol, tous les hydrocarbures qui sont dans le sous-sol doivent y rester. Il faut arrêter de mettre en exploitation de nouveaux gisements d'hydrocarbures. Évidemment, ceci n'est absolument pas respecté. Et aujourd'hui, par exemple, il est important de dire, c'est pas que ça me fait plaisir, hein, mais la vérité est là, 60% des banques, du financement des banques internationales qui va à l'énergie, va aux hydrocarbures. Alors que 100% devrait aller aux énergies vertes. Donc 60% d'hydrocarbures, ça veut dire pour entretenir les gisements actuels et en chercher de nouveaux. Les derniers gisements que l'on est en train d'exploiter, vous savez où c'est? Eh bien c'est sous le pôle Nord. Hein, parce que la fonte des glaces permet d'accéder à des zones dans lesquelles autrefois on ne pouvait pas accéder. Et ceci est catastrophique. Parce que la fonte des glaces amène ce qu'on appelle avec la fonte du permafrost la libération d'un ensemble de virus sur lesquels aucune immunité n'est aujourd'hui préparée. Donc il faudrait vraiment, comment dire, surtout pas toucher à ça, hein, surtout pas toucher à ça, et essayer de faire en sorte que les glaces soient préservées, voire reviennent, ce qui n'est possible que si on préserve la couche d'ozone et si on cesse d'émettre des gaz à effet de serre. Voilà. Et donc nous en sommes à ce qu'on appelle aujourd'hui, avec ces pratiques extractivistes de plus en plus étendues, à la 6e extinction de masse. Hein. Je lisais encore aujourd'hui dans le métro, en venant ici, que suivant le dernier rapport de WWF, qui est une grande ONG qui surveille l'état de la biodiversité, 68% des vertébrés sauvages ont disparu depuis 30 ans. 68% des vertébrés sauvages, c'est-à-dire les oiseaux, les poissons, les mammifères. Bon, je veux dire, on est, vous voyez, la grande accélération. C'est ça la grande accélération. Hein. Voilà, c'est ces pertes catastrophiques de biodiversité. Alors, certains disent, oh, c'est pas grave, c'est la 6e extinction, donc il y en a déjà eu d'autres, et c'est revenu. Ah ben oui, c'est revenu. Mais à chaque fois, ça prend plusieurs millénaires. Vous voyez? Donc la 6e extinction, si jamais ça revient, ça veut dire qu'il faut arrêter de tout détruire comme on fait, ça va prendre plusieurs millénaires. Donc oui, il y a lieu de s'inquiéter de ce qui est en train de se passer. Voilà, alors maintenant j'en viens aux zoonoses. Le problème important, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que jusqu'à présent, il y a une conscience relativement claire que l'Anthropocène est à l'origine du changement climatique. Eh bien, ce que montre la pandémie de la Covid-19, c'est que ce n'est pas seulement ça.
l'Anthropocène, je l'ai dit dans le titre de mon transparent, c'est aussi générateur de pandémies. Et c'est ce que je viens de présenter dans ce transparent en utilisant l'expression « les zoonoses et la Covid sont les filles naturelles de l'Anthropocène ». Alors, essayons d'expliquer ça, parce que ça, c'est nouveau d'une certaine manière. Les zoonoses, d'abord, c'est quoi? Ça prend zoonose, vous voyez, ça vient de zoos, animaux, etc. Les zoonoses, c'est quoi? C'est des maladies infectieuses, pour la plupart, qui sont transmises des animaux aux hommes. D'accord? C'est pour ça qu'on les appelle des zoonoses. Alors, ça a toujours existé, les zoonoses, hein, ce n'est pas une nouveauté absolue. La nouveauté, c'est quoi? La nouveauté, c'est qu'elles se multiplient et à très grande vitesse. J'anticipe un tout petit peu sur ce que je vais dire tout à l'heure, mais dans la période récente, le VIH-Sida, le H1N1, le H5N1, le SARS-CoV-1, c'est-à-dire Covid-19, SARS c'est pour syndrome respiratoire, SARS-CoV-2 qui est un remake du SARS-CoV-1, le MERS c'est un autre coronavirus qui se développe au Moyen-Orient. Tout ça c'est des zoonoses. Tout ça c'est des zoonoses. J'ai même, je ne vais pas donner beaucoup de données chiffrées, mais je vais en donner quelques-unes. 60% des 1400 pathogènes qui ont été repérés au cours des dernières décennies sont des pathogènes correspondant à des zoonoses. De 1990 à 2004, 330 nouvelles maladies infectieuses ont été repérées, dont 60% émanent de la faune sauvage. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Alors la situation dans laquelle nous sommes, c'est quoi? C'est que cette destruction de la biodiversité, je vais expliquer pourquoi, cette déforestation met l'homme en contact avec des espèces et dans des conditions telles que ça favorise la diffusion des virus aux hommes. Ça favorise la diffusion des virus aux hommes. Pourquoi? Parce que d'abord, on atteint des zones dans lesquelles on ne devrait jamais aller, où il y a des équilibres naturels qui font que les virus restent dans certaines espèces animales et ne bougent pas. À partir du moment où on détruit tout, ces espèces migrent et viennent se loger dans des zones où l'homme a établi ses plantations, d'accord, et transmettent les virus aux hommes. En plus, c'est un point clé ça, hein, j'insiste là-dessus, c'est un point clé. Tant qu'on est en situation de biodiversité, c'est-à-dire de multiplicité d'espèces qui convivent, échangent, etc., comment dire, les virus restent là où ils sont, voilà, c'est-à-dire emprisonnés au sein de certaines espèces. La biodiversité est un espèce de protecteur naturel. À partir du moment où on détruit la biodiversité, on ouvre des avenues à la diffusion des virus qui ne sont plus en situation d'être, comment dire, contrôlés, maintenus dans des équilibres écosystémiques, historiques, anciens, etc., où les choses ont une relative stabilité. De plus, l'extractivisme, ce n'est pas seulement extraire sur place, c'est construire un ensemble de circuits internationaux pour assurer la diffusion de ce qui est extrait. Si vous regardez une carte de la diffusion du Covid-19, j'ai vu ça dans une des présentations que j'ai regardées qui avait été faite au Collège de France, vous vous apercevez que c'est passé de Wuhan, hein, c'est-à-dire en Chine, là où c'est né, à l'Italie. Pourquoi? Parce qu'il y a une zone de commerce intense entre le nord industriel de l'Italie et la zone de Wuhan, qui est une grande zone industrielle, notamment
pour l'automobile. Et ainsi de suite. Donc si vous voulez, l'extractivisme, c'est des routes, c'est du transport aérien, c'est du transport fluvial, c'est du transport maritime qui fait que ce qui se passe sur une zone d'extractivisme se diffuse à travers la planète parce que ce qui est extracté, ce qui est extrait, c'est destiné à être transformé, vendu, mis sur des marchés, etc. Ça, c'est le premier circuit de diffusion du virus, des virus qui sont libérés par l'extractivisme. Le deuxième circuit, et dans le cas du Covid-19, de la Covid-19, il semble hein, on ne sait pas tout, que c'est bien ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, de par le monde, c'est peu connu parce que c'est peu développé en Europe, des marchés d'animaux vivants, ce qu'on appelle les marchés humides, et quelquefois d'animaux sauvages, à la fois pour être consommés et à la fois parce qu'on leur prête un certain nombre de vertus thérapeutiques. Ces marchés, pour certains, sont légaux et contrôlés. C'était le cas du marché de Wuhan. Hein. Ça n'a pas empêché hein, la diffusion du virus. Mais la plupart d'entre eux sont illégaux et sont entre les mains de mafias internationales. Donc, évidemment, on peut craindre, tout craindre sur les conditions sanitaires dans lesquelles ces marchés fonctionnent. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut les interdire, mais il faut pouvoir les contrôler, et les contrôler de manière sérieuse. Comment dire? La première pandémie, la grippe aviaire, eh bien, les informations qu'on a, c'est que c'était venu... Pardon, pas la grippe aviaire, le SARS-1, hein, la première pandémie respiratoire, c'était venu d'un autre marché vivant, du Guangdong, en Chine, au sud. C'est très important ce que je dis parce que d'autres pandémies, la grippe aviaire, c'est venu du Mexique. Ebola, c'est en Afrique. Voilà, c'est juste pour dire cessons hein, de faire du Chinese bashing, etc. Malheureusement, hein, l'extractivisme sévit sur toute la planète et les virus peuvent venir et viennent de partout. Ebola est une zoonose qui est liée au fait que on est rentré dans des forêts où on n'aurait jamais dû rentrer et où des virus des singes sont passés chez l'homme. Et Ebola, c'est une horreur absolue. Le taux de létalité, c'est-à-dire de mort de patients atteints d'Ebola, c'est 80 à 90%. C'est l'hécatombe. Bon, on a eu beaucoup de chance, nous, dans l'hémisphère nord, parce que Ebola n'a pas passé certaines températures, si je peux dire. Mais je veux inquiéter personne, mais je veux dire, demain, il y a des virus qui vont passer les températures. Hein. Le SARS-2, hein, le Covid-19, il passe les températures. Hein. Il est partout. Il est partout. Voilà. Cette situation, elle était connue d'un certain nombre d'infectiologues hein, qui avaient alerté sur le fait que l'Anthropocène, ce n'est pas seulement le changement climatique, c'est la diffusion d'épidémies et de pandémies locales ou mondiales. Et il y a eu en 2018 un rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, consacré à ce qu'ils appelaient les infections X. Et les infections X, ce sont ces infections inconnues, qu'on ne peut pas encore préciser, mais dont on est sûr qu'elles vont se développer compte tenu de l'ampleur de la diffusion des zoonoses à travers la planète. Alors, c'est peut-être ça le message essentiel que je voulais vous adresser aujourd'hui. Malheureusement,
l'Anthropocène, ce n'est pas seulement le changement climatique, c'est les pandémies et les épidémies à répétition. Et d'ailleurs, la COVID-19, ça s'appelle en vérité SARS-CoV-2. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un SARS-CoV-1. Et le SARS-CoV-1, c'était la diffusion d'une maladie respiratoire en 2003, venue de Chine, qui miraculeusement s'est interrompue. On craignait le pire. Il se trouve que moi, j'étais en Chine par hasard au moment de la diffusion du SARS-CoV-1. C'était impressionnant. À Pékin, il n'y avait pas une voiture qui circulait. L'épidémie, elle était partie du sud, Guangdong, à 2000 km de là. Hein. Mais à Pékin et à titre préventif, on avait tout arrêté. On avait Pékin qui est vraiment la mégalopole industrielle folle d'aujourd'hui. J'ai le souvenir d'avoir mis 25 minutes en voiture pour faire 800 mètres à Pékin. Tellement c'est, vous voyez, l'extractivisme et l'émission des gaz à effet de serre, vous voyez, c'est la même chose. Bon, ben, rien, c'était le silence général, plus rien ne circulait. La Chine était suspendue. Bon, voilà, et ça c'était le SARS-CoV-1. Donc, ensuite, on a eu donc le SARS-CoV-2 et ce rapport de l'OMS sur les infections X, en fait, ça s'appelle Diseases X, ça veut dire maladie X, mais en fait, c'est des infections qui traitent et c'est des zoonoses. Alors, après toutes ces nouvelles, mais je pense que c'est le rôle des chercheurs, hein, d'être des sentinelles, bon, et de dire les choses, hein, même si elles ne sont pas faciles à entendre, hein, comme celles que je viens de dire. Quelles implications? Quelles implications? Alors, les implications, c'est dans les politiques publiques, bien sûr. Hein. Alors, il y en a en amont et en aval. Donc, c'est pour dire, vous voyez, qu'on n'est pas dépourvu. Hein. Je veux aussi envoyer ce message. Si on prend les choses à temps, on peut agir non seulement sur les zoonoses, mais sur la biosphère et sur l'Anthropocène dans son ensemble, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, en amont, eh bien, il faut protéger la biodiversité qui constitue nos grands biens communs. Hein. De fait, les océans, les pôles, les grandes forêts constituent nos grands biens communs naturels. Alors, il y a des réflexions, et même plus que des réflexions, il y a des débuts d'action qui sont enclenchés par différents types d'acteurs, les villes, hein, les États, les individus, chacun à son niveau, etc. Alors, on a, par exemple, la COP 21, hein, qui est, en principe, donne un certain nombre de recommandations pour lutter contre les gaz à effet de serre. On a, dans le prolongement de la conférence de Rio, une série de revendications pour lutter contre la biodiversité. Théoriquement, ça serait l'idéal. Il faudrait des accords internationaux et que ces accords internationaux soient respectés. Par exemple, une taxe carbone mondiale, etc. Bien. Malheureusement, ça ne marche pas. Hein. On n'arrive pas à mettre d'accord l'ensemble des pays. Comment vous allez faire signer l'Arabie Saoudite, hein, par exemple, un accord international pour lutter contre les gaz à effet de serre issus des hydrocarbures? Bon, il ne faut pas rêver, ils ne le feront jamais. Et vous voyez que les États-Unis de Trump se sont retirés de la COP 21 pour protéger leur industrie d'hydrocarbures et notamment de gaz de schiste.
Mais il est tout à fait possible d'imaginer, et là je suis Elinor Ostrom, qui est la grande théoricienne des communs et des biens communs, il est possible d'imaginer ce qu'elle appelle des gouvernances polycentriques. Alors, qu'est-ce que c'est que les gouvernances polycentriques? Ça consiste à dire, si on peut avoir des accords internationaux universels, c'est très bien, et sans doute c'est le mieux. Mais puisqu'on ne peut pas les avoir, et tant qu'on ne peut pas les avoir, il faut faire des grandes coalitions mondiales. Et des coalitions dans lesquelles il y a des États, dans lesquelles il y a des villes, dans lesquelles il y a des régions, dans lesquelles il y a des ONG, dans lesquelles il y a des associations de quartiers, hein, pour lutter, pour protéger la biodiversité et pour protéger les biens communs. Et il ne faut pas du tout sous-estimer l'impact que ça peut avoir, à la fois d'abord, vous voyez, si des villes comme, c'est le cas, si des villes comme Boston, New York, Amsterdam, Paris, bon, s'engagent pour protéger la biodiversité, prennent un ensemble de mesures, et la mairie de Paris l'a fait, par exemple, hein, vous voyez, c'est pas rien, c'est pas rien. Hein, voilà, donc ça c'est la première chose à faire, il faut protéger la biodiversité dans des coalitions polycentriques qui peuvent être extrêmement puissantes et le devenir de plus en plus, en attendant que ces messieurs des États nationaux veuillent bien se mettre d'accord. Ensuite, il faut redéfinir les règles de l'échange international. On a une prime au moins 10 ans, c'est pas possible. Les accords de l'OMC n'ont aucune clause sociale ou environnementale. Alors, clause sociale, ça veut dire le travail des enfants, le travail des protégés, ça n'intervient aucunement, il faut que les marchandises puissent circuler librement. Eh bien non, eh bien non. Hein, les marchandises qui circulent, dont on sait qu'elles viennent de conditions de travail déprotégées, doivent être taxées et surtaxées parce qu'il faut mettre fin à ça. Quitte, vous voyez, à ce qu'une partie de cette taxe revienne à ces pays pour qu'ils puissent introduire des conditions décentes de travail. Même chose pour les biens qui sont produits dans des conditions environnementales non respectueuses de la nature. Il faut des taxes sur les conditions de production non respectueuses de la nature. Des taxes sur les hydrocarbures, des taxes sur les gaz de schiste. Il faut forcer les pays qui enfreignent les règles et qui enfreignent le bon sens à rentrer dans le bon sens. Voilà. C'est pas très différent de ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir des grandes coalitions polycentriques. Parce que si l'OMC ne le fait pas, eh bien qu'un certain nombre de pays, qu'un certain nombre d'entreprises, elles nous disent qu'elles sont prêtes à lutter contre la biodiversité, qu'elles le fassent, qu'elles s'engagent à ne plus produire dans ces pays et à ne plus acheter dans ces pays leurs composants toutes les fois que... moi j'en ai assez des déclarations, vous voyez. J'en ai assez des déclarations de LVMH, de Total, etc., nous expliquant qu'ils s'engagent dans des politiques vertes. Mais allez-y, allez-y. Qu'est-ce qui vous empêche d'arrêter l'extractivisme? Qu'est-ce qui vous empêche de cesser d'acheter aux pays qui pratiquent, qui produisent dans des conditions non respectueuses des conditions élémentaires pour l'homme ou pour la nature? Donc vous voyez, il y a des choses à faire et je ne veux plus entendre « jamais on se mettra d'accord ». Mais on n'a pas besoin de se mettre d'accord tous. Mettons-nous d'accord entre gens conscients, ça fait déjà beaucoup de monde. Voilà, vive les coalitions polycentriques, à défaut d'avoir des accords internationaux. Alors après, en aval, il y a des choses à faire parce que malheureusement, on ne pourra pas arrêter toutes les épidémies. Il y a des choses à faire. Alors, ce qu'on a vu en France, c'est catastrophique. C'est catastrophique. L'état de non-préparation dans lequel nous étions, c'est quand même très inquiétant. C'est très inquiétant. Alors qu'on avait eu
le SARS-1, bon, alors qu'on a le VIH-Sida, se trouver dans une situation dans laquelle on n'a rien, on n'a rien. On n'a pas de masque, on n'a pas de tenue de protection pour les soignants, même pas pour les patients virtuels. Bon, c'est insensé, c'est insensé. Et ça, c'est l'extractivisme. Ça veut dire qu'il faut aller vite et fort, hein, et il ne faut pas faire de stock. Le stock est pensé comme anti-économique. Il faut cesser avec ça. Lutter contre les épidémies, prévenir les épidémies, c'est faire rentrer le stock comme un élément de rationalité économique. Vous voyez? Bon, donc il faut changer les manières de penser. En France, mais il n'y a pas que la France malheureusement, mais je crois quand même qu'en France on a atteint des sommets. Hein. Comment dire? En France, on a défini la politique sous la forme du confinement parce qu'on n'avait rien. Il y a certains pays, Taïwan, Singapour, etc., qui avaient ce qu'il fallait, en particulier des masques, des tenues de protection, des respirateurs, etc. Ils n'ont pas eu besoin de faire le confinement parce qu'ils ont réussi à protéger leur population et à arrêter avec des moyens beaucoup moins coûteux que le confinement, parce que le confinement, c'est extrêmement coûteux, non seulement pour les personnes, bien entendu, mais pour l'économie dans son ensemble. On a mis la France à bas. Alors, je ne dis pas qu'il ne fallait pas faire le confinement. Malheureusement, les conditions dans lesquelles on était font qu'il fallait faire le confinement. Mais on ne va pas recommencer le confinement tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Hein. Et c'est ce qui nous menace si on n'a pas une politique de préparation aux épidémies. Hein. Donc, tenons-nous-le pour dit. Hein. J'espère qu'on va arriver au bout de cette épidémie, mais tenons-le pour deux, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Donc, au moins, soyons préparés. Donc, rentrer dans des logiques de la prévention, rentrer dans des logiques de la préparation, c'est-à-dire dans des politiques de stock. J'insiste. Hein. L'Allemagne s'en est beaucoup mieux tirée que nous par rapport à la pandémie. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient des respirateurs, parce qu'ils ont eu des masques beaucoup plus vite que nous, et surtout parce que leur pourcentage d'occupation des lits, il est de 60 à 65%. C'est-à-dire qu'ils avaient du stock pour faire face aux premiers patients et arrêter l'épidémie. Nous, notre taux d'occupation, il est de 90%. Donc, parce que, encore une fois, c'est la logique de flux par rapport à la logique de stock. Il faut que les gens passent à l'hôpital en vitesse, etc. Mais non, c'est pas fait pour ça, la santé publique. C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour passer en vitesse. C'est fait justement pour avoir des pensées de la prévention et de la santé publique, pas des pensées du dernier moment. Hein. C'est pas fait pour ça, la santé publique. C'est pas fait pour l'urgence. C'est fait pour, dans l'urgence, avoir le stock et la prévention nécessaires. Voilà, et moi j'ai envie de dire, d'ailleurs c'est ce que je dis dans un ouvrage que je viens d'achever et qui va paraître, je l'espère, très bientôt, il faut repenser la santé publique comme un bien commun. Donc il faut protéger non seulement nos biens communs naturels, mais il faut faire des biens communs avec un certain nombre de ressources sociales. La sécurité sociale doit redevenir un bien commun. La santé publique doit redevenir un bien commun. Qu'est-ce que ça veut dire en l'occurrence, redevenir un bien commun? Ça veut dire que l'accès soit garanti à tous, ce qui n'est pas aujourd'hui malheureusement le cas, et l'accès véritable, pas des restes à payer qui sont parfaitement inégaux, suivant qu'on peut bénéficier d'une mutuelle en béton, ou suivant qu'on n'est même pas salarié. Hein, je veux dire, c'est quoi l'égalité d'accès dans ces conditions? Malheureusement, aujourd'hui, en France, elle n'existe pas, l'égalité d'accès. Donc, c'est ça, faire un bien commun. C'est établir, rétablir
l'égalité d'accès. Enfin, dernier point, donc voilà, faire de la santé un bien commun. Tout dernier point, il faut renforcer les solidarités et la coopération internationale. C'est indispensable. D'abord parce que, comment dire, une pandémie, c'est une pandémie. Donc, vous ne pouvez pas l'arrêter que chez vous. Vous ne pouvez l'arrêter que si vous l'arrêtez mondialement. Sinon, elle revient, sans arrêt, hein, compte tenu de la circulation internationale. Donc, ne serait-ce que pour ce motif-là, mais plus généralement, réfléchissons par exemple à la question du vaccin. Bien, la question du vaccin ne peut trouver de solution que s'il y a de la coopération internationale. Aujourd'hui, on a un certain nombre de firmes pharmaceutiques, etc., en rivalité. Il y a 135 vaccins en expérimentation, etc. Alors, qu'il y ait de la variété, c'est-à-dire plusieurs lignes de recherche du vaccin, c'est indispensable. Mais qu'il y ait compétition dans la recherche du vaccin, c'est insensé. C'est insensé. Ça veut dire que les grands laboratoires de recherche ne soient pas capables de coopérer entre eux sur où ils en sont de leur recherche, quelles sont les voies qui sont prometteuses, lesquelles ne le sont pas, c'est insensé, c'est insensé. Il nous faut rétablir là aussi la recherche comme commun, hein. En particulier, évidemment, la recherche sur les questions virales et de pandémie. Et ça n'est pas le cas, et ça n'est pas le cas. Voilà, donc j'ai fini, je crois que j'ai délivré mes deux messages, hein. Le premier message, c'est que oui, il y a urgence, hein, l'Anthropocène, le Capitalocène, etc. doivent être sans tarder combattus. Et deuxième message, il faut rétablir le sens du commun, il faut rétablir les biens communs, et ça n'est qu'à ces deux conditions, lutter contre les méfaits du Capitalocène, rétablir le sens du commun et des biens communs, que nous pouvons aller de l'avant. Et je ne doute pas qu'il y a dans le monde de très nombreuses énergies pour aller de l'avant. Voilà, je vous remercie.